Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jonathan pour un témoignage rare, sincère, qui met en lumière ce que vivent aussi les papas quand tout vacille en postpartum. Avec beaucoup de courage et l'envie forte de faire changer les choses, il prend la parole pour raconter la dépression de sa femme et la tempête qu'ils ont vécue ensemble. Son histoire, leur histoire, m'a beaucoup touchée. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Bonne écoute! Salut Jonathan, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Ensemble, on va parler d'un sujet qui est encore trop peu abordé et que j'ai vraiment hâte de mieux comprendre, celui de la dépression postpartum vue à travers les yeux d'un papa. Tu as été aux côtés de ta femme Marine quand elle a vécu cette tempête après la naissance de votre fils. Et du coup, ensemble, on va parler de ce que toi, tu as ressenti, comment tu as vécu tout ça. Parce que oui, la dépression postpartum touche 20 à 30% des mères, mais elle impacte aussi à chaque fois profondément ceux qui les aiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bonjour, je m'appelle Jonathan. Du coup, je suis le mari de Marine avec qui tu as enregistré le podcast concernant le frein de langue de Ange. Donc, je suis le papa de Ange. J'ai vu, oui, ma femme dépérir et être un peu laissée à l'abandon par tout le corps médical sans être suivie de quoi que ce soit. Ouais, je pensais que c'était important d'en parler parce que même autour de moi, quand j'ai des jeunes papas sur le fauteuil, je sens que personne n'en parle en fait. Est-ce que tu te souviens comment tu as vécu les premières semaines après la naissance d'Ange ? Comment je les ai vécus, ça a été beaucoup de questionnements parce que dès la maternité, ça a été compliqué parce qu'il est sorti, du coup, on a eu un accouchement long, assez douloureux pour Marine, avec instruments, écartement du bassin, il y a eu un échec d'allaitement, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas le sein à cause de son frein de langue, du coup, qu'on a mis du temps à détecter, mais donc il ne se nourrissait pas, donc il pleurait beaucoup. Il n'a pas beaucoup dormi à la maternité, donc déjà on n'a pas pu se reposer de quoi que ce soit. On leur disait il y a un problème, il n'arrive pas à prendre le sein, mais si ça va le faire, mais si ça va le faire. Je me disais c'est pas normal. On nous a toujours dit que c'était naturel pour eux de le faire, et là on voyait qu'il y avait quelque chose qui l'embêtait, il n'y arrivait pas. Donc on a entendu parler de frein de langue, j'ai essayé d'en parler moi à l'équipe de nuit qui m'écoutait, mais en me disant oui, oui, mais non, c'est sûrement pas ça. Donc j'ai pas insisté forcément parce que je suis en confiance dans une clinique où je suis censé, enfin tout le monde est là aux petits soins et on faire au mieux. Donc j'ai laissé faire. Au bout de, je crois, c'est 2 jours à peu près, on dormait pas. Donc ils nous ont dit bon, nous dans tous les cas on peut pas vous laisser sortir sans dormir. Donc ils nous ont pris le petit une nuit. Donc on a pu se reposer un peu. Ils lui ont donné un biberon directement parce que le biberon il avait du mal mais il le prenait. Et à partir du moment où ils ont vu qu'ils s'étaient nourris, ils nous ont laissé sortir. Donc on s'est retrouvés à la maison sans savoir quoi que ce soit au niveau de comment on fait vu qu'il prend pas le sein. Ils ont Mmh. donné 2, 3 conseils à Marine pour tirer son lait, parce que du coup elle était obligée de tirer son lait, je crois que c'était 5 fois par jour, quelque chose comme ça. Sauf que pareil, on lui a dit vous louez cette machine et vous les branchez, vous faites un cycle. Sauf qu'on lui a pas parlé de la puissance qu'il fallait mettre, du temps, etc. Elle s'est retrouvée en hyperlactation. Donc elle avait un stock de lait phénoménal. Si elle ne tirait pas son lait, elle avait mal. Et on avait le frigo qui se remplissait à une vitesse comme pas permis. On a dû congeler, etc., etc. Ça a été très handicapant parce qu'elle pouvait pas sortir de la maison trop longtemps parce que toutes les 3 heures à peu près, si je me souviens bien, toutes les 3 heures il fallait tirer son lait. Donc on était un peu entre guillemets pris au piège par ça. Mais ça, personne nous a dit attention, il faut y aller doucement, il faut faire des petits cycles, il faut ci, il faut ça. Enfin, on a été vraiment laissé un peu comme ça. De là, on a essayé de voir une conseillère en lactation qui est censée être spécialisée là-dessus. On lui a parlé du frein de langue parce que là, juste avant, on avait essayé avec des embouts. Elle nous avait donné des embouts en silicone. Et pareil, on voyait que ça prenait pas, il y avait des appels d'air. Donc lui, il pleurait parce qu'il avait faim, il pleurait parce qu'il n'arrivait pas à boire, et après il pleurait pour digérer parce qu'il avait de l'air plein le ventre. Donc la conseillère nous a dit, je pense qu'il y a un frein de langue, oui, mais bon, je suis pas la mieux placée professionnellement parlant pour vous dire il faut le couper. Derrière, on est passé sur l'ostéopathe qui nous l'a confirmé, et la kiné aussi. Donc ça a fait un enchaînement de choses qui a fait que bon, déjà on sait pourquoi il prend pas le sein, mais ça réglait pas le problème de l'hyperlactation. Il a envoyé des SOS un peu à tout le monde. Elle a écrit à sa sage-femme qui a mis, si je me souviens bien, 11 jours à lui répondre.
Quand une femme lui dit ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal, je me sens pas bien, enfin tous les mots qu'elle avait, elle lui disait et elle s'est pas inquiétée plus que ça. La sage-femme est venue à la maison et pour elle, ben non, c'est normal, ça va le faire, il va y arriver. Donc je la voyais essayer de mettre un peu la tête de Ange, forcer un peu. Je disais rien parce que je me suis dit c'est malheureux, mais c'est leur métier, c'est leur passion, elles savent ce qu'elles font. Mais je ne trouvais pas ça normal qu'on appuie un peu sur la tête du petit pour lui faire comprendre, vas-y. On m'a toujours dit que c'était instinctif pour eux. C'était un enchaînement de choses comme ça et moi en plus au bout de 2 semaines du coup je reprenais le travail et j'ai laissé Marine à la maison toute seule avec le petit et à rien pouvoir faire, à pas pouvoir sortir, à pas être libre de ses mouvements et de pas pouvoir être là pour l'aider, quoi. Mmh. Donc ça c'était dur à supporter. Et à quel moment, du coup, tu as senti que quelque chose, n'allait pas pour Marine? Tout de suite, finalement? Très rapidement, elle a eu des douleurs partout, entre guillemets, en de son épisiotomie, elle avait mal au dos, au bassin, elle me disait c'est pas normal, elle avait là une sensation de pesanteur. Elle me disait, j'ai l'impression que je vais perdre mes organes, quoi. Et puis, quand on en parlait autour de nous, il me disait, mais non, à ton âge, quand même, descente d'organes. Et elle me disait, Jo, j'exagère pas. Je dis, bah non, je te connais. Si tu te plains, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Dès qu'elle restait longtemps debout, elle avait ça. Elle pouvait pas porter Ange parce que du coup, ça lui faisait ça. Et elle me disait, j'ai la sensation d'avoir une boule à l'intérieur du vagin où j'ai l'impression que c'est mes organes. Donc, à un moment, elle m'a dit, oh, regarde. J'ai vérifié. J'ai dit, oui, effectivement, ça, c'est pas normal, ça. Donc, elle a repris rendez-vous à sa gynéco pour lui dire, j'ai l'impression que je vais faire une descente d'organes. Et de suite, on lui a dit mais non, vous inquiétez pas, c'est normal. Le corps d'une femme met, je crois, 9 mois à s'en remettre. Ça va passer, vous inquiétez pas. Ok, donc on refait confiance. J'ai dit à Marine, mais c'est peut-être toi qui, tu sens ton corps différemment par rapport à d'autres femmes, t'es plus sensible sur certains trucs. Mais je la voyais dans le mal et au bout d'un moment, elle disait plus rien, mais je voyais qu'elle souffrait. Et c'est au bout de quelques mois, je crois bien, parce qu'en même temps que ça, donc là on parle de ses douleurs à elle, mais en même temps que ça, il fallait gérer la pathologie de hanche. Donc c'est-à-dire qu'il Mmh. fallait faire les rendez-vous de kiné, il fallait faire les rendez-vous d'ostéo, il fallait trouver le rendez-vous pour la phrénectomie, mais tout ça vous en avez parlé dans le podcast. Donc voilà, elle gérait déjà la pathologie de hanche, plus ses problèmes à elle. Et c'est au bout de quelques mois, je sais plus combien exactement, à peu près, je crois que c'est 6 mois, parce qu'elle a arrêté de tirer son lait à 5 mois, donc déjà ça c'était un point en moins entre guillemets. Quand on a commencé à passer à l'allaitement mixte, au lait en poudre et à la diversification. Et après, elle a pris rendez-vous avec une kiné spécialisée en douleurs pelviennes. Et là, ben, c'est sans appel. La kiné lui dit, OK, vous avez 2 hernies discales, vous avez une sciatalgie. Et donc là, ça a été un choc et un soulagement à la fois parce qu'elle se dit, mince, j'exagère pas. Et maintenant, voilà, je sais ce que j'ai. Donc à partir de là, il y a eu des infiltrations et s'en est suivi une longue rééducation derrière. Mais c'était au bout de 6 mois elle a enfin quelqu'un qui lui a dit oui, vous avez un problème. Et on lui a pas dit non, non, c'est normal. Et voilà, et Mmh. après tout le monde se renvoyait la balle. Mais c'était la seule qui l'a envoyé après vers une rhumatologue qui lui a fait les infiltrations et qui lui a dit oui, effectivement, vous avez les douleurs. Enfin, ça a été un déclenchement, mais ça a pris entre 6 et 8 mois, quoi, à peu Et près. du coup, tu as l'impression que la pose de ce diagnostic-là, après 6 à 8 mois, ça l'a aidé aussi au niveau, de sa santé, mentale? Ah ben bien sûr, parce que quand vous criez à tout le monde qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous avez votre corps qui va pas bien, que vous avez mal partout, et que tout le monde vous regarde, vous infantilise un petit peu en me disant mais non, mais grosso modo, mais c'est la première fois que tu as un enfant, t'inquiète pas, ça va aller, on passe toutes par là, et que là en fait on se dit non, non, en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça, et si j'avais mal c'est parce qu'il y a ça, là, on se dit, ah oui, d'accord. Oui, non, elle avait vraiment mal. Ben oui, elle avait vraiment mal. Donc, je pense qu'à partir de là, le fait de savoir où on a mal, ça veut dire qu'on sait où on peut traiter. Et à partir de là, c'est de la rééducation. Donc, déjà, il y a un soulagement hein, de se dire, OK, on sait ce que c'est ça. Maintenant, on va s'en occuper. Et petit à Mmh. petit, ça allait de mieux en mieux. Mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et ça allait du mieux. En fait, ça a été de pair avec Ange. C'est-à-dire que Ange se soignait, elle se soignait. Donc, ça a été de mieux en mieux, les deux, l'un comme l'autre. Ange a commencé à faire ses nuits et elle avait ce diagnostic qui était posé, donc elle a pu commencer les rééducations. Heureusement, elle n'avait pas repris le travail, donc elle pouvait faire des séances de kiné fréquemment, déjà pour le petit et pour elle. Mais elle n'arrêtait pas les allers-retours. Elle en avait une qui était à Saint-Jean-de-Védas, l'autre qui était à Saint-Roch. Enfin, c'était vraiment. Elle a enchaîné les rendez-vous médicaux, mais c'est à partir de là où il le cumule des choses, de Ange qui va mieux, qui fait ses nuits, le diagnostic, hop, on commence à aller un peu mieux, on traite. Et petit à petit, ça se laisse tomber, mais c'était dur parce que je me sentais vraiment. En plus, je travaillais, moi, donc je suis commerçant, je suis à mon compte.
À cette époque-là, j'avais pas de salarié, j'avais pas d'apprenti, donc j'étais obligé de fermer. Donc et ça m'est arrivé des jours de lui dire bon, cet après-midi, je sens que ça va pas, je ferme le salon, j'appelle mes clients. J'ai la chance d'avoir une clientèle qui est très proche de moi, qui ont suivi la grossesse, qui ont suivi l'accouchement, qui m'ont fait des cadeaux. Enfin voilà, j'ai vraiment. Donc quand je leur disais les gars, je suis désolé, je dois fermer le salon parce que j'ai besoin de m'occuper du petit, ils me disaient il y a aucun problème. Enfin, il y a personne qui me l'a reproché. Mais ça, je le faisais rarement. Et puis du coup, elle, sans le vouloir, ça la faisait culpabiliser de me faire fermer. Alors que moi, je le Mmh. faisais, c'était même pas, je réfléchissais même pas, j'avais même pas à me poser la question. Ouais, c'était un cumul de plein de choses qui ont fait que moi, je me sentais vraiment, j'en voulais à la clinique parce que j'ai voulu faire un courrier contre la clinique, mais Marine m'a dit qu'elle s'en sentait pas prête et elle avait pas la force psychologique. On venait de passer tellement de choses que du coup, elle m'a dit, je me sens pas assez forte pour faire ça parce que s'attaquer à un gros groupe comme ça, c'est costaud. Même si pour moi, j'avais des arguments parce qu'après, ce qu'elle a vécu, quand on en parle avec des spécialistes aujourd'hui, ils qualifient ça de violence gynécologique. Donc voilà, après c'est malheureux, mais donc du coup moi qui suis arrivé là-bas en mode je fais confiance à tout le monde, on est là pour vraiment passer un bon moment et on sait que vous connaissez votre métier et qu'en fait quand on relève des petites anomalies alors qu'on connaît pas, c'est la première fois et qu'on vous dit oui oui ben, c'est pas normal tout ça, je me dis merde, si moi je l'ai vu, c'est que vraiment c'était flagrant quoi. C'était compliqué pour moi ouais, de devoir rester impuissant. C'était vraiment le sentiment que j'avais. Donc le seul truc que je pouvais faire moi, même si je travaillais, c'était quand je rentrais le soir et que je voyais qu'elle était, ça m'arrivait de la voir assise au bord du canapé en pleurs. Et moi, je m'en voulais d'être rentré aussi tard. Et je lui disais, bon, mais tu sais quoi, tu vas te coucher, tu vas dans la chambre. Moi, je le prends. Ah, ça, c'était avant qu'il fasse nuit. Je le prends, on va dans sa chambre à lui. Je dors avec lui. Il est dans son lit. Moi, on avait un BZ. Je dormais sur le bord du canapé. J'ai dit, mais tu te reposes. J'ai dit, tu passes ta nuit parce que j'ai dit, sinon, on va pas y arriver. Si tu t'épuises et que moi, je fais rien à côté, mais que je m'épuise aussi, on va pas y arriver. On a vraiment formé une équipe là-dessus. Et je pense que ça m'a aidé aussi parce que je me suis senti utile, un peu même sans qu'elle ait ses problèmes physiques et sa dépression, je me suis investi, enfin, comme j'y ai toujours dit, les enfants on les fait à deux. C'est pas que toi qui vas te lever toutes les nuits ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'était le seul truc pour moi où je pouvais faire en sorte, tiens, je t'enlève ce petit poids, je m'en occupe, va dormir et repose-toi et je prends le relais. Et du coup, sa dépression, elle s'exprimait, comment? Donc tu as parlé de pleurs. Est-ce que du coup, elle te le disait? Elle en était consciente aussi de ce mal-être-là, à ce point-là? Ouais, oui, elle a reconnu assez rapidement qu'elle se sentait tomber vraiment en dépression parce elle avait des pensées négatives forcément. Elle se sentait inutile et je la comprends parce que elle pouvait pas rester longtemps debout. Elle pouvait pas porter Ange trop longtemps. Enfin, c'est pour une maman, ne pas porter son fils de quelques mois, c'est frustrant, c'est blessant. Enfin, je veux dire, elle le vivait très mal. En gros, elle me disait, je sers à rien, quoi. Et ça la faisait culpabiliser à mort. Il y avait des pleurs, il y avait des fois des coups de colère. Je rentrais pas dans le jeu parce que je savais que c'était pas elle. J'acquiesçais Mmh. et je disais oui, oui. Je savais que ça allait passer et puis ça loupait pas. Allez, un quart d'heure après, elle se mettait à pleurer, en me disant je suis désolé. Enfin voilà. C'était les ascenseurs émotionnels. OK. Je Mmh. suis quelqu'un moi de très calme, donc déjà ça aide. Je suis peut-être un peu trop des fois comme elle me dit, mais il en faut beaucoup avant que je m'énerve. Donc du coup, j'étais pas du genre à si elle me faisait une remarque à péter un câble en mode oui moi aussi je suis fatigué, moi je travaille. Non pas du tout, c'était impensable pour moi. Je la voyais dépérir et le moindre truc que je pouvais faire, c'était d'être à son écoute et s'il y a quoi que ce soit je le fais. Mais comme Marine c'est quelqu'un qui n'aime pas aussi demander, il fallait que je devine. C'était un jeu, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, elle est enceinte du deuxième, donc je pense que Mmh. tomber enceinte du deuxième alors que le premier a qu'un an, ça, c'est quand même une preuve qu'on a soigné le mal par le bien, on va dire, hein, on va pas dire par le Mmh. mal pour le coup. Mais du coup, oui, non, c'était des changements d'humeur, un peu comme la thyroïde en gros, parce qu'elle avait eu la thyroïde avant qu'elle tombe enceinte, elle avait arrêté sa pilule et elle avait des montées et des descentes de thyroïde, elle avait ces humeurs des fois qui, une fois, elle m'avait pété un plomb pour un truc qui, je sais plus, une prise que j'avais laissée, et je la regarde de surprise, et elle s'est mise à pleurer. Et ben là, c'était un peu pareil. Sauf qu'il n'y avait pas la thyroïde, c'était juste le cumul de plein de choses, de ces douleurs, les douleurs de hanche, le mariage à préparer, parce qu'on avait un mariage en préparation quelques mois plus tard, donc c'était plein de choses qui étaient condensées en quelques mois. Et ouais, il y avait un cumul important du coup. Ouais, voilà, et puis il fallait garder un peu la tête haute, entre guillemets, c'est-à-dire que on voyait pas grand monde. Et puis il y a des amis, même si on dit qu'on parle beaucoup à nos amis, il y a des amis, quand au bout de quelques mois, ils nous ont dit alors comment ça va, et qu'on leur racontait un peu par quoi on était passé,
Et ils nous disaient, mais on n'a rien vu. Je leur dis, ben oui, mais personne ne crie sur tous les toits, aidez-moi, ça va pas. Personne ne le fait. Tout le monde dit, oui, il est un peu difficile, mais c'est un bébé, c'est normal. Non, personne n'en parle. Donc du coup, c'est un peu ce que je reproche, c'est que on vous prépare beaucoup, surtout les mamans, à l'accouchement, mais je trouve qu'il y a zéro information, renseignement sur l'après. C'est-à-dire on nous, parce que je me mets dedans, mais on nous lâche à la maison au bout de 3 jours. Et nous, en plus, avec un bébé qui prend pas le sein et qui a du mal à prendre les biberons. Et on vous dit, eux, il fallait juste qu'ils aient mangé à la maternité pour leur remplir le truc. En gros, pour que je vous laisse sortir, il faut que vous soyez reposés, que le petit ait mangé. Donc le petit a mangé le bib devant eux, on a réussi à dormir une nuit, c'est bon, vous pouvez partir. Mais voilà, il y a eu un manquement. Enfin après, voilà, je veux pas. Le sujet du podcast c'est pas ça, mais il y a eu plein de choses à la maternité qui ont fait que j'ai pété un câble intérieurement. Mais malheureusement, je m'en veux aujourd'hui parce que j'aurais dû gueuler sur certains trucs là-bas. Mais comme je dis, je suis arrivé en confiance, en mode c'est le plus beau jour de notre vie. On est chez des gens qui ont l'habitude de faire ça, tout va bien se passer. Et OK. quand tout est fait, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, comme on le fait pas, parce que on passe à autre chose, parce que le petit grandit. Et comme nous a dit la nouvelle sage-femme, elle dit le problème, c'est qu'en fait, personne ne dit rien, mais ça continue. En fait, il n'y a pas de prise de conscience. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pour ça que tu partages aussi, aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un super acte aussi, pour aider à faire, bouger les lignes, pour informer aussi, d'autres parents. Les choses ont été faites de cette façon-là et comme tu le dis, à un moment donné, tu arrives dans un endroit où tu es en confiance, tu es entouré, d'experts, donc voilà, tu prends, ce qu'ils te donnent et l'accompagnement, qu'ils font et c'est difficile, hein, je trouve, enfin pour l'avoir vécu, aussi de les challenger à ce moment-là. Tu vois? Et encore récemment après le 2e bébé, hein, Et oui, oui. Et nous, je voyais Marine, quand la première lui a mis la perf, elle lui a dit, c'est pas normal, ça me fait mal. Enfin, elle a déjà été opérée du poumon. Mais non, mais en fait, c'est toujours ce rapport un peu infantilisant. C'est, mais non, vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois, 2 fois, 3 fois, et puis quand elle est, c'est bizarre, ça passe pas, l'ocytocine et tout ça, et puis boum, elle envoie une dose, et puis ça fait une boule sous-cutanée. Ah oui, ah ben je suis sous la peau. Oui, ben oui, mais ça fait 3 fois que je vous dis que j'ai mal. Donc du coup, c'est que c'est pas normal. Ça, plus après, elle a pas réussi à trouver la veine. Jeune fille qui s'est occupée de nous, elle a essayé 3 fois, ça a pas marché, elle est partie, elle est revenue, elle a dit bon ben il y a que moi, je dois le refaire. Waouh, c'est pas rassurant pour nous, quoi. Oui, on a eu beaucoup d'accouchements, oui, mais c'est malheureux, mais j'y suis pour rien, moi, s'il y a d'autres femmes qui ont accouché avant la mienne. Mais nous, on est là depuis la veille 13 heures. Donc voilà, c'est un cumul de plein de choses. On est arrivé dans une salle qui était très froide, lumière blanche, il n'y avait pas de côté cocon, quoi. Et quand on en parle avec des gens autour de nous, dans la même clinique, ils ont pas eu ça. Moi, en partant, c'est moi qui ai dit à l'infirmière, on allait partir. Et j'ai dit, vous êtes au courant qu'il n'y a aucune de vos collègues qui a vérifié la cicatrice de l'épisiotomie de ma femme? Ah bon? Mais j'ai dit oui. J'ai dit en fait, elles viennent voir s'il y a des saignements. Je dis mais aucune n'a vérifié la cicatrice. Ah mais oui, c'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Mais c'est pas à moi de vous le dire, quoi. Donc voilà. Et puis là, on nous a dit, voilà, vous pouvez partir. Donc on s'est retrouvé à partir avec un enfant. Donc on avait déjà 5 jours au moins de déficit de sommeil. Et là, on partait avec un enfant qui ne dormait pas, qui ne mangeait pas, et qui dès qu'il s'alimentait prenait des gaz, donc il hurlait, pêcheur. Et donc voilà, et allez-y, débrouillez-vous avec ça. La sage-femme qui ne répond pas, la gynéco qui vous dit que c'est normal. Et en fait, ben non, c'est voilà. Donc là-dessus, ouais, elle s'est sentie très très seule. mmh. Et je pense que d'un côté, heureusement que je travaille. Je pense que même des fois, elle me disait, si tu veux, tu restes, je vais travailler à ta place. Je dis, oui, je sais, je comprends que tu as envie de sortir. Mais je pense que ça m'a fait du bien moi aussi, parce que si on était deux dans ce mood-là, je pense que ça aurait pas aidé. Le fait Mmh. de moi de voir des gens m'en parler, j'ai des sages-femmes sur le fauteuil aussi en client, etc. Donc j'ai eu des conseils, appelle un tel, appelle machin, appelle là de ma part. Je dis ouais, mais tout ça, en fait, j'aurais aimé l'avoir au début, quoi. J'aurais aimé, Se sentir entouré, c'est important. voilà. Après, comme tu l'as dit, là, vous avez eu une expérience, difficile. C'est pas une généralité. Du coup, Non, il y a plein de médecins clairement. et le staff, hein, à l'hôpital, voilà, Bien qui sont sûr. aussi très bons, très bienveillants, très à l'écoute et parfois, un peu moins et je pense, tu vois, avec le recul, moi, ce qui m'a manqué dans des situations comme ça, c'est même de le dire encore plus fort. Non, ma douleur n'était pas entendue pour qu'elle le Ouais, voilà, c'est soit, ça. davantage, en fait. C'est exactement ça. Et c'est difficile parce que c'est un moment où on est, voilà, en pleine douleur, très vulnérable, où, Ouais. et ben, on manque peut-être aussi de la ressource, de l'énergie pour se faire encore plus entendre.
C'est ça, on avait une amie à nous qui a eu ça et qualifié aussi de violence gynécologique ce qu'elle a eu. Et ce qu'on a eu nous, je me dis, mais en fait, si personne ne le fait, ben ça, y a rien qui changera, quoi. Mais quand on parle autour de nous, on a trois copines à Marine qui sont accouchées quasiment en même temps, dont deux dans la même clinique. Mais les deux, quand on leur a dit ce qu'on a vécu, ils nous ont dit, oh, mais moi j'ai pas eu ça. Enfin voilà, on est vraiment mal tombés. Ils ont eu des très très bonnes expériences, ils sont sortis sans douleur, sans rien, ils ont aucun problème, ils ont eu de la kiné, de radiofréquence, plein de choses. Et on s'est dit, bon, ben ouais, c'est tombé sur nous, quoi. Et nous, ça a été un cumul entre la mater, Mmh. le après-maternité, les douleurs de Marine, etc. Ça a été un cumul de plein de choses qui ont mis, ouais, 8 mois, je pense, jusqu'à ce qu'on soit à notre mariage en mai, donc ouais, de septembre à mai, c'est ça, 8, 9 mois. Et c'est là où ça a commencé à aller mieux, ben, parce que Ange commençait à faire du quatre pattes, commençait à manger comme nous. Marine avait plus de douleur parce qu'elle faisait des infiltrations, parce elle avait repris un peu le sport aussi. Donc voilà, c'est un tout, c'était un cumul. Mais Mmh. j'avoue que faut être accroché quand même et faut être très, très patient. Si j'ai des conseils à donner aux autres papas, si vous connaissez bien votre femme, sachez que dans cette période-là, c'est plus elle. Si elle est vraiment en dépression et qu'elle a c'est plus elle, c'est plus la même personne. Enfin, moi, j'ai vu une marine qui s'est plaint alors que ça fait 10 ans que je suis avec elle, elle ne se plaint jamais. Et là, elle se plaignait en pleurs. C'était même pas des plaintes genre, ah, ça m'énerve. Sinon, elle se plaignait de douleur. Donc c'est là où je me suis dit, oui, non, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc, dès que j'avais quelqu'un du milieu médical sur mon fauteuil, je lui disais, ma femme a ça, il y a ça qui est pas normal, donne-moi un contact, s'il te plaît. J'ai besoin, là. J'ai dit, vraiment, j'ai besoin de ça. Ok, ok, ben vas-y, appelle un tel de ma part, tu lui dis, appelle le machin. Ça a servi aussi. Les contacts, ça va ça. Par rapport à la dépression de Marine, est-ce qu'elle a été, du coup, suivie par un psy? Pas du Est-ce tout. que vous avez cherché de l'aide, du coup, à ce niveau-là? Non, 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 parce que de nature, Marie n'est pas quelqu'un, je pense, qui aime aller parler. Elle parle un peu plus que moi, mais elle se plaint pas sur plein de choses, donc je la voyais pas aller parler à un psy. Je pense que le moral était via les douleurs physiques, c'est-à-dire que s'il avait pas eu ces problèmes physiques, la dépression n'aurait pas été mentale, je pense, elle aurait vraiment été plus légère. Je pense que vraiment Mmh. les douleurs physiques ont accentué le truc. À partir du moment où elle a mis des mots sur ses douleurs, elle a pas cherché à moins besoin d'en parler du coup, parce que du coup elle savait ce qu'elle avait, donc elle s'est focalisée là-dessus. Mais non, psy, c'est vrai qu'on n'a pas été suivi. Pourtant, je dis, elle a crié au secours à pas mal de personnes médicales. Personne ne lui a dit allez voir un tel, allez voir un tel. Alors que là, on a pris rendez-vous chez le nouveau gynéco qui d'entrée nous a parlé d'associations justement de femmes qui ont vécu ça. Ils ont échangé avec une femme qui a vécu l'accouchement avec ce gynéco par césarienne. Donc ils ont échangé, ça a rassuré Marine. Enfin voilà, il y avait tout un process qui a été fait là ces quelques mois alors qu'elle accouche que dans un mois et demi. Et à l'inverse, pour le premier, elle a crié au secours de partout et elle a eu aucun retour. On lui Mmh. disait c'est normal, ça va passer, vous êtes une grande fille, toutes les femmes font ça depuis des milliers d'années, ça va aller. Donc Oui, voilà, c'est dur à entendre. super. Et du coup, tu disais aussi que, quand, votre entourage vous demandait, si ça allait, vous leur en avez pas parlé et je me demandais On- pourquoi? alors on en a parlé un petit peu, mais ils mesuraient pas. On n'a pas parlé de la dépression de Marine, mais on parlait surtout des problèmes de Ange. Mais je pense que c'est le genre de choses, parce que moi je me souviens des amis qui nous ont parlé des enfants qui étaient difficiles au début. Quand on n'a pas d'enfants et que c'est pas les nôtres, on se dit ah les pauvres ça doit être dur, mais on passe à autre chose. Il n'y a pas ce truc de ah oui non ils sont vraiment vraiment en galère là. Il n'y a pas cette prise de conscience et je peux comprendre, je peux pas leur en vouloir. Mais quand on leur disait que oui Ange il prenait pas le sein, qu'il avait des coliques parce qu'il avalait de l'air, parce que le biberon était pas bien collé à cause de sa mâchoire rétrognate, etc. Pour eux, c'était, oui, ils me disaient, ah, ben, ça va passer. Voilà, Un peu abstrait. ouais, ils me disaient, si vous avez besoin, je suis là, ça, il y a pas de souci. Et c'est vrai que sa maman, même nos amis, oui, s'il fallait garder le petit ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais dans ces moments-là, on a encore moins envie de laisser notre enfant à quelqu'un. Parce que on se dit, il y a que nous. Il y a que nous qui pouvons nous en occuper on connaît ses problèmes, on sait qu'est-ce qu'il a. On en a parlé, mais comme beaucoup de parents, voilà, on a juste survolé le truc. On voulait pas, et puis on a Mmh. passé autour de nos amis pour le couple qui vient d'avoir un enfant qui s'en sort pas. Alors que en soi, si on avait eu un bébé entre guillemets normal au niveau physique, tout se serait très bien passé. Mais je trouve qu'on s'en est quand même très Mmh. bien sorti, sachant que la maman de Marine fait les saisons d'hiver en station de ski et l'été elle est sur la Côte d'Azur, donc elle est pas présente. Ma mère à moi habite à presque 2 heures de route. Mon père pareil, donc en fait comparé à autour de nous, on n'a pas la famille qui je suis pas bien, j'ai besoin que tu viennes, boum en 10 minutes tu l'as. Voilà. Ça on l'a pas ça. Et Mmh. ça beaucoup de gens ne pensent pas à l'importance d'avoir la famille et la belle famille autour. Et nous, on n'a pas connu ça. Et du coup, mais je pense que ça nous a
forgé encore plus du coup. C'est-à-dire que Mmh. maintenant, comme on disait, avec le deuxième qui arrive, je crois que le seul truc qu'on n'a pas connu, ça va être les reflux. Si jamais il nous fait des reflux, enfin des RGO là, qui s'y régurgitent à chaque fois, c'est le seul truc où on s'est dit, mince, ça on n'en a jamais eu, donc on saurait pas comment gérer. Là, je pense qu'on est blindé pour tout. Et cette épreuve, elle vous a, renforcé dans votre, relation? Oui, 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 vraiment. Puis en plus, il y a eu le mariage entre-temps, donc forcément, c'était l'apothéose entre guillemets. Je pars du principe que, pareil, en ayant parlé autour de moi, c'est là aussi où on apprend un peu à découvrir les gens. Moi, j'ai appris des gens de ma famille, par exemple, qui la nuit ne se lèvent pas. C'est-à-dire que moi, toutes les nuits, et Marine peut te le confirmer, toutes les nuits, soit elle se levait pour lui donner le bib, soit moi, mais même si elle se levait, je me réveillais. Et je lui disais, soit j'allais faire chauffer le bib, ou alors juste je le prenais, je le mettais sur elle. Et puis quand j'en parlais à ma cousine, elle me disait, oh, et lui, le zigoto, là, il me dit, tu sais qu'il s'est pas levé une seule fois. J'ai dit, ah bon? Et ma belle-sœur, ouais, ben, tu sais que ton frère, sur les deux, il s'est pas levé. Et je dis, mais c'est pas possible. Je dis, pour moi, c'était impensable. Donc, du coup, je pense que si j'avais fait ça, ça aurait peut-être tout foutu en l'air, mais c'était même pas dans ma conception des choses. C'est-à-dire que, entre guillemets, bébé facile ou pas, c'était impensable que ce soit Marine qui fasse tout le taf. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content qu'on fasse de l'allaitement mixte. Dans tous les cas, c'était prévu, même s'il y avait eu de l'allaitement, le but c'était que moi la nuit, je puisse lui donner le bib parce que c'est quelque chose, enfin, c'est un moment que vous, les mamans, vous partagez avec votre enfant encore plus quand vous allaitez. Mais moi, j'ai pris un plaisir monstre que je prends encore aujourd'hui à lui donner le bib. Il est collé contre moi. Après, je l'endors à mon épaule. Enfin, c'est une sensation que je pourrais pas me dire, voilà, je suis fatigué, vas-y, fais-le. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je serais fatigué moi demain au travail, mais c'est pas grave. C'était impensable pour moi. Donc oui, ça nous a renforcés. Ouais. C'était impensable pour toi avant que Ange, naisse ou du coup, en fait, c'est quelque chose que tu as ressenti quand il était là? Ou tu le savais déjà avant que tu allais, réagir comme ça? Alors Marine, quand on s'est rencontrés, elle savait très bien que moi je voulais des enfants. En gros, moi, au bout de 6 mois, j'étais prêt. Je lui ai dit, tu sais que moi, je veux des enfants. Maintenant, je te laisse faire ta carrière, etc. Mais moi, elle savait que j'étais prêt. Et la seule crainte qu'elle avait, c'était, j'espère justement que le jour où on a un enfant, tu vas pas me laisser toute seule entre guillemets. Et j'y ai toujours promis. Je lui ai dit, je te jure que non, parce que j'ai toujours voulu des enfants. Tu fais pas un enfant toute seule. Après, on va pas parler de génération. Je j'ai pas de problème particulier là-dessus avec mon père ou quoi que ce soit, mais c'est pas l'époque de la maman qui s'occupe de tout et le papa il joue avec. Moi, je le vois pas comme ça. Enfin, j'ai pas eu de mal à lui changer les couches, à lui donner le bain, à lui donner le bib et à jouer avec, mais c'était impensable pour moi de lui dire vas-y, j'ai la flemme, lève-toi s'il te plaît. C'est impensable. En fait, c'était un feeling. Il n'y avait pas de planning, mais il y avait un feeling. Genre, si moi, le soir, bah, une nuit, je me lève, la deuxième, je me lève sans réfléchir. Si elle voit qu'à la troisième, je mets du temps à me lever, hop, elle me dit, reste couché, j'y vais. Et voilà. Et moi, le lendemain, si je voyais que la veille, elle s'était couchée tard, je disais, bon, là, j'y vais. Et ouais, c'était fluide, c'était instinctif. C'est Il y avait génial pas de, ça. bon, ben, ce soir, c'est toi, demain, c'est moi, ce soir, c'est toi, et puis ce week-end, c'est moi. Non, c'était pas comme ça. C'est en fait, on jaugeait. Elle gérait la semaine pour que je sois en forme au travail. Mais si je voyais qu'elle y arrivait pas, je lui disais, ben non, là, c'est moi qui prends le relais. J'allais dans la chambre, je faisais dormir. Même un matin, je m'en savais toujours. Elle s'est levée à 6 heures du matin. Je l'ai dans les bras et elle se lève en panique. Mais, mais il s'est levé cette nuit. J'ai dit, ben oui, mais je me suis pas réveillé. Je dis, ben non, c'est pour ça que je suis dans la chambre, pour que tu dormes. Mais ça va. J'ai dit, oui, ça va, t'inquiète pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire, du point de sommeil qu'elle avait besoin. Et moi, ça m'arrivait pareil. Mais il n'y avait pas de planning. C'était vraiment, ouais, je te dis, vraiment impensable. Pour moi, c'est le mot. C'était impensable qu'elle gère tout toute seule. C'est une belle preuve d'amour ça, hein. C'est waouh! Bah ouais, je parle du principe. Alors, je vais me faire des ennemis, mais que tous les mecs devraient faire pareil. Mais après, les situations ne sont pas les mêmes aussi. Je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, ils le ressentent ou pas. Peut-être que autant j'aurais eu l'inverse. À la naissance, je me serais dit, ouais, bah, oui et non. En fait, non, je le savais. Et puis, les relations que j'ai avec lui aujourd'hui, mais je remercie le ciel de me l'avoir donné parce que c'est une boule d'amour. Et j'ai des amis qui m'ont dit, surtout dans la famille de Marine, qui m'ont dit, depuis que t'as un enfant, t'as changé. Et je leur dis, comment ça, t'as changé? Ils me disent, tu t'es adouci, entre guillemets, tu fais moins bloc et tu montres tes émotions. J'ai dit, c'est normal, depuis qu'il est né, vous m'avez jamais vu autant pleurer qu'en disant que je vous connais. Parce que voilà, quand on allait dans des repas de famille et qu'il voulait pas dormir et que j'ai une vidéo où je filmais Marine parce qu'elle était front contre front avec lui pour essayer de l'endormir et je pleure en filmant parce que c'était beau et parce qu'on a un bébé qui arrive pas à dormir et qui là d'un coup s'apaise parce qu'il est collé à sa mère ou pareil quand il s'endort avec moi, c'est des moments après ça s'explique pas, ça prend au trip, ça y a pas de pour ça je te dis c'est pas je me suis pas forcé rien, ça s'explique pas, c'était instinctif. C'est super beau en tout cas. Ouais, c'est gentil.
J'aurais encore plein de questions à te poser, mais on arrive quasiment à la fin de notre échange. Je vais peut-être terminer par 2 questions. Avec le recul que tu as maintenant sur la tempête que vous avez vécue, toi et Marine, qu'est-ce que Mhm. tu dirais à un autre papa qui traverse la même chose aujourd'hui? Je lui dirais, appelle ton meilleur ami et dis-lui, faut qu'on aille boire une bière, j'ai besoin de parler. Déjà. Mm. Si vraiment ça peut l'aider. Moi, je suis pas comme ça. Je sais que je donne des, c'est facile, mais moi, je parle pas. Je suis comme ça, je garde pour moi et des fois, je vais aller, ça va péter un bon coup, mais je parle pas. Mais il faut en parler. Tout le monde nous a dit pourquoi vous nous en parlez pas, mais parce que on n'a pas envie d'embêter, mais si, il le faut, en fait. Pour la santé mentale. Après, ça dépend aussi de la force mentale de chaque personne. Il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres, qui supportent moins la pression. Il y a des gens qui vont craquer très rapidement, comme il y en a qui vont encaisser pendant des années. Mais vraiment, parlez à vos amis, mais surtout écoutez votre femme qui, si elle est dans la même situation qu'a été la mienne, n'est pas la femme que vous voyez tous les jours, c'est une autre femme qui essaye de lutter, elle, avec ses problèmes physiques et mentaux, et que si vous vous l'aidez pas, personne peut l'aider en gros. On parle des Mm. psys et compagnie, mais la première aide, enfin moi elle me l'a toujours dit, même si j'ai l'impression, je lui dis, tu me dis que je t'apaise et que mais j'ai dit, j'ai l'impression de servir à rien parce que je parle pas. Elle me dit oui, mais juste en fait de m'écouter, d'être avec moi et de me comprendre, elle me dit ça me suffit. Donc juste soyez très indulgents et levez-vous la nuit, hein, les gars, levez-vous la nuit. Voilà. Ça aide beaucoup. Rien que le soutien, en fait. Ce que tu exprimes là, c'est Un du soutien. soutien. Peu importe, en fait, comment il s'exprime, mais ça, c'est très Voilà. important. Je te rejoins complètement. Et peu importe la situation vécue, hein, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai un ami à moi qui a une petite qui a un mois de plus que le mien. Et quand je parle avec lui, en fait, on vit dans deux mondes différents et deux époques différentes, enfin deux éducations différentes. Quand je lui dis ça va toi à la maison, il me dit ouais, il me dit, des fois je demande des trucs à Marine, en plus elle s'appelle Marine, il me dit mais elle le fait pas. Je dis comment ça? Sachant qu'elle gardait la petite à la maison. Il me dit ouais ben des fois je lui demande si elle a le temps de me repasser mes chemises puis elle me le fait pas. Là je lui dis pardon. Je lui dis mais gros t'as déjà gardé ta fille tout seul une journée? Non, je dis voilà, fais-le, et après tu verras que tu te permettras pas de demander ça à ta femme. Je lui dis, donc juste le fait qu'il y ait pensé, je me dis on a vraiment, chaque personne a sa mentalité, parce que ça me viendrait même pas à l'idée de dire à Marine, t'es à la maison toute la journée, s'il te plaît, tu pourrais faire un peu le ménage, ou alors me repasser mes affaires, ou faire les machines. Non, je rentrais du boulot, c'est moi qui faisais les machines. La cuisine, là-dessus, je peux rien dire parce que je suis nul, mais c'est moi qui gérais un peu les machines, le ménage et compagnie. Donc c'est vraiment que chaque personne a sa vision des choses en gros. Mais c'est génial parce qu'en fait, tu parlais de s'entourer. Effectivement, c'est super important pour à la fois se sentir soutenu, mais aussi pour avoir un échange et peut-être d'autres solutions, d'autres façons de faire. D'autres points de vue, ouais. Voilà, d'autres points de vue. Et ça, c'est déjà super riche. Bien sûr, mais après voilà, il faut savoir à qui on les demande parce qu'il y a ceux qui vont vraiment aider et qui vont chercher à comprendre et puis il y a ceux qui vont dire mais non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, les fameux donneurs de Ouais, bien conseils, sûr. oui mais tu Mm. sais un enfant faut faire ci, faut faire ça. Oui mais non, sur le mien ça marche pas. Mais si, ça a toujours marché. Bon allez, on arrête de discuter et on passe à quelqu'un d'autre. Donc après voilà, c'est C'est vrai. l'entourage c'est bien mais et puis après c'est une question de ressenti. Moi je sais que je suis pas quelqu'un qui me confie, je garde pour moi, j'en parle un peu avec Marine des fois mais je suis très proche de mes amis. Ils me connaissent très bien, ils connaissent tout de moi, mais c'est vrai que là-dessus, je suis très. Après, c'est peut-être le côté un peu masculin, sans faire le macho, mais voilà, on me parle moins. Moi, je vois Marine qui avait plus de facilité à appeler ses copines en disant on va boire un verre, j'ai besoin de parler un peu. C'est beaucoup plus féminin de faire ça, quoi. Donc, nous, c'est vrai que c'était on va boire une bière, mais on rentrait pas dans les détails. Il n'y a pas eu vraiment ces sujets de la conversation. C'était comment va le petit, etc. Mais c'était pas Marine, ça va, elle s'en sort, tout va bien, vous avez besoin d'aide ou non. On l'a eu, mais de très très peu de personnes. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait qu'on change. Parce que c'est bien Ouais, et c'est important de s'intéresser au bébé qui vient de naître, mais c'est aussi extrêmement important de s'intéresser à la maman et au papa aussi. Parce que comme mais tu l'as dit, hein, le postpartum, c'est un sacré chamboulement auquel on n'est absolument pas préparé. je vois que justement c'est un sujet, je pense, qui est en train de vraiment faire bouger les choses parce que la dernière fois, c'est un matin, Marie partait travailler, j'ai la télé, il parle justement du postpartum qui n'est pas assez révélé, qui n'est pas assez écouté, et qui commence à y avoir de plus en plus d'associations, il commence à y avoir des gens qui montent des dossiers pour expliquer un peu le vécu comme nous on a vécu à la clinique, etc., etc. Mais c'est triste d'en arriver là, mais il le faut. Et c'est dommage qu'on ait besoin de faire ça pour que ça change, mais en même temps c'est le seul moyen parce que c'est à la maternité vraiment. Enfin, moi, j'ai les cours à l'accouchement, tout. On vous prépare à tout, sauf à ça. Et je me dis, c'est quand même. Enfin, le postpartum, je sais, j'ai pas regardé la date, mais le mot, il date pas d'hier.
Donc ça veut dire que ça fait très longtemps que ça existe. Et pourtant, il n'y a pas cette institution de, enfin, on vous apprend la maman doit faire ci, la maman doit faire ça, l'allaitement, le ci, le mi, comme c'est comme les cliniques qui sont pro-allaitement, anti-allaitement, etc. Mais il n'y a pas ce. Alors par contre, là, vous allez sortir, vous allez avoir la visite de telle personne qui va venir vous voir, elle va passer de temps en temps, un peu elle improvise, c'est normal, elle est là pour voir si tout va bien, si vous vous en sortez, et de elle-même, elle sentira que quand ça va, elle aura plus besoin de venir. Voilà. Je sais que dans le milieu médical, on est en pénurie en France, mais je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important pour la maman, surtout. Et encore, j'ai de la chance, c'est pas sans prétention, mais je veux dire, je suis à la maison, on est ensemble. Il y a des femmes qui vivent ça seules. C'est-à-dire que nous, on est en couple, on est une famille, tout va bien, on est mariés, on a une bonne situation, on est baigné dans l'amour, en gros. Mais il y a des femmes qui vivent ça seules. C'est-à-dire qu'elles accouchent plus ou moins seules, ou alors, après l'accouchement, ça se passe mal et elles se séparent, et elles se retrouvent toutes seules. Et je me dis, mais si nous, on a été dans cet état en étant deux, mais qu'est-ce que ça doit être une femme toute seule? Donc je trouve que oui, le postpartum, il faut vraiment que ça se démocratise et que ça prenne de l'ampleur. Faut pas que ce soit un mot tabou. Puis ça fait dépression postpartum, c'est un peu morbide. Alors. Et du coup, c'est peut-être pour ça, on dirait un peu un mot qu'on n'a pas trop envie d'utiliser, alors que toutes les femmes l'ont connu, quoi. C'est malheureux, mais. Alors qu'il y a une vraie différence entre la dépression postpartum et le postpartum en lui-même. Exactement, oui. Et vraiment plus le post-accouchement finalement. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup se suient de dépression, mais on n'en parle pas. Les institutions devraient un peu s'alarmer là-dessus. Mais bon, je me dis, comme je dis, ça fait des années que ça existe et c'est toujours pas fait, donc on verra. Ça va évoluer et comme tu l'as dit, c'est en train d'évoluer, donc ça évolue lentement, mais les lignes, elles sont en train de bouger. Et en libérant la parole, tu vois, comme tu le fais aujourd'hui, en rendant l'invisible visible, ça aussi, ça permet de faire changer les choses. Je suis convaincue. Oui, oui, c'est sûr. De toute façon, il y a que des témoignages qui peuvent, parce que les statistiques, les données, c'est bien, mais il y a que des témoignages qui peuvent vraiment faire bouger les choses parce que ben, c'est du vécu. C'est pas, ah, j'ai entendu que, non, c'est j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai eu ça, j'ai subi ça. Et donc, du coup, il faut plus que ça arrive. Voilà. Ça a plus d'impact. Exactement. Eh ben, je te propose qu'on termine là-dessus parce que c'est un super message de fin que beaucoup ont besoin d'entendre. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Merci pour le partage de votre expérience, pour le partage aussi vraiment à cœur ouvert de ton ressenti. Ça va faire beaucoup de bien. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec toi ce soir. Ouais, c'est gentil, puis ouais, puis ça fait bizarre de se replonger aussi dedans. Et du coup, vous avez une très belle naissance à venir. Eh oui, exactement, encore 5 petites semaines et on remet le couvert. Sauf que là, on est armé, prêt à tout. Voilà, on est prêt, ça y est. Super. Eh ben, encore un grand merci et à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup à Jonathan d'avoir mis des mots sur ce qu'on préfère souvent taire. Ce qu'a traversé Marine, ce qu'ils ont traversé ensemble, il aurait pu continuer à le garder sous silence. Mais il a choisi de parler, pour elle, pour eux, et pour tous ceux qui traversent ça dans l'ombre, pour que les choses changent. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. C'est vraiment comme ça qu'ensemble, on peut faire changer les choses, petit à petit, en rendant visible l'invisible. Je vous dis à dans 15 jours sur Insubmersible pour un nouveau partage d'expériences. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.